on est dans une incertitude très importante et c'est pour ça qu'on a demandé à M. Pierre-Marc Johnson de nous parler justement comment on va pouvoir gérer cette incertitude avec évidemment toute son expérience en fait dans la gestion de la négociation des accords précédents, dans les enjeux qu'il peut y avoir. Donc nous sommes honorés aujourd'hui de pouvoir recevoir M. Pierre-Marc Johnson qui a été Premier ministre du Québec et chef du Parti québécois. Avant cela, il avait occupé plusieurs postes de ministre dans les différents gouvernements du Parti québécois. Il a été conseiller et négociateur principal pour le Québec dans le dossier du bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis de 2001 à 2008. Il a été négociateur en chef du gouvernement du Québec dans le projet d'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, actuellement avocat conseil chez Laverie. Il a été aussi président du conseil d'administration du CORIM et récemment nommé professeur associé à HEC Montréal. Donc, Monsieur Johnson, nous sommes ravis de vous recevoir. Son titre, une obligation, gérer l'incertitude. Merci, Madame de Marcellus. Merci de cette invitation. Je vais vous parler. Après avoir entendu Steve Virol, il a tout couvert. Essentiellement. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant 8 ans à la négociation avec l'Europe. Et je me contenterai donc de parler un peu des réactions. On peut se complaire à décrire le problème. En général, d'ailleurs, au Conseil des ministres, on fait la différence entre les ministres qui vous présentent un mémoire de 18 pages, dont 16 décrivent le problème et 2 décrivent les solutions, et ceux qui font le contraire. Il y a quand même des choses qu'il faut retenir, cependant, de la période dans laquelle nous vivons, parce qu'elles influenceront nos comportements. La période d'incertitude vient du fait que, bon, dans le cas des tarifs, strictement, pourquoi? C'est pas clair. Quand? C'est variable. Sur quels produits? On change d'idée de temps en temps. Quel est le niveau de tarif? Il change également régulièrement. Tout ça crée une chose fondamentale qui s'appelle l'imprévisibilité. Et il n'y a pas d'économie qui tienne sans prévisibilité. Ce qui vaut pour le fait que nous n'avons pas connu de guerre nucléaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui vaut pour le fait que nous n'avons pas connu de guerre, c'est la prévisibilité entre les acteurs importants. La même chose doit s'appliquer à l'économie. Et nous sommes dans une situation d'énorme imprévisibilité et qui a ses fondements certainement dans le caractère du chef d'État. Le président américain est connu pour son intérêt pour la médiation de tous ses faits et gestes, y compris d'essayer de compenser pour les égratignures sur les voitures en disant qu'il va en acheter une. Il réussit à être dans les nouvelles tous les jours. Et je pense qu'il est important pour les gens qui ont à gérer des problèmes réels de ne pas s'accrocher à cette actualité périphérique, sans importance, qui est faite de paroles et d'effets de toge, comme disent les avocats, et qui n'implique pas nécessairement des gestes et des décisions. Il faut cependant, à travers ça, comprendre que si on veut diminuer l'incertitude, il faut comprendre les causes de l'imprévisibilité. Et ces causes ne sont pas celles seulement du tempérament d'un chef de gouvernement qui ne semble pas influencé par des forces équilibrantes. Les chefs de gouvernement dans les démocraties peuvent avoir leur tempérament, leurs convictions, leurs instincts, mais habituellement, ils exercent leur pouvoir dans un contexte où il y a des forces qui tempèrent certaines choses autour d'eux. Le Parlement, par exemple. Ce n'est pas le cas aux États-Unis en ce moment. Les conseillers immédiats, les corps organisés dans la société, l'opinion publique et les sondages. Ah, ça, les sondages, oui. Et il va falloir jouer là-dessus. Il
Il va falloir travailler. On ne peut pas travailler sur ses conseillers pour savoir qui sera là. On ne sait même pas qui est là. Et ce n'est pas nous qui allons les choisir. On ne peut pas travailler sur le Parlement américain. La Chambre des représentants, lui, est inféodée. Le Sénat, lui, est inféodé. Et en pratique, ils feront en général ce que le président veut jusqu'à maintenant. Mais il reste l'opinion publique. Comment pouvons-nous influencer l'opinion publique américaine? Nous ne pouvons pas l'influencer en tenant le discours habituel. Le bon sens, la collaboration, les amis, mais tout ça ne compte pas. Tout ça ne compte plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans son discours au Congrès, le président n'a jamais mentionné une fois le concept de collaboration avec ses alliés. Jamais. C'est du jamais vu. Les États-Unis, dans une vision exceptionnaliste de ce qu'ils sont, à travers les âges, à l'exception de l'époque de McKinley, qui apparemment est le héros du président au 19e siècle, ont toujours eu tendance à chercher des niveaux de collaboration avec leurs alliés sur toutes sortes de sujets. Zéro, nada, nilch, zit, dans le discours. Il faut être conscient de ça. On ne peut pas s'adresser avec le discours habituel de la coopération à eux. On peut en être convaincu, mais on ne fera pas de prêchi-prêchant. Impossible. Deuxièmement, il faut tenter de comprendre s'il y a un véritable fondement idéologique, macroéconomique, derrière ce qui semble souvent des improvisations. Je crois qu'il y a un fondement dans une partie de ce qui est fait et que la vision d'une économie américaine plus autarcique qui se développe dans tous les secteurs, y compris les secteurs où elle n'a pas de ressources, comme l'aluminium, comme la bauxite, comme bien d'autres choses. Il y a une vision, je crois, autarcique dans le Parti républicain, qui pourtant a toujours été le parti dans l'histoire américaine du libre-échange et de l'ouverture des marchés. Et il faut donc travailler avec le fait qu'il y a une cohérence, normalement, qui découle de cette idéologie, même si ce n'est pas évident tous les jours. Il faut donc observer, oui, quelques paroles autour de ça, notamment celles des conseillers. En ce moment, c'est M. Navarro, qui semble être la seule personne qui donne une articulation précise à la vision du gouvernement, à la vision du président. Il faut aussi comprendre un contexte géopolitique plus large. Est-ce que ce qui se passe avec la Russie, ce rapprochement aux dépens brutal de ce qui a été imposé à l'Ukraine, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a possiblement, vont vous dire des experts de la géopolitique, une volonté très claire de ce gouvernement, de ce président, de détacher au maximum la Russie de la Chine. Dans un contexte où, à cause de Taïwan, les choses sont sensibles. Et il est vrai que la paix nucléaire, non pas la paix totale, est venue de la participation des acteurs principaux, qui étaient les détenteurs de l'arme atomique américaine, qui sont aussi au Conseil de sécurité, les seuls 5 qui ont un droit de veto. Il semble que le président américain veuille permettre à la Russie de réémerger quelque peu. Il faut l'avoir à l'esprit. Pour le reste, pour comprendre l'histoire du 51e État, il faut fouiller. Il faut voir, par exemple, ce qu'il a dit à l'égard du Groenland. Qu'est-ce qu'offre de similaire le Groenland que le Canada? La capacité d'avoir une vigie solide de l'Arctique.
Deuxièmement, des terres rares. Le Canada a le front arctique le plus important, beaucoup plus que l'Alaska. Deuxièmement, nous avons des terres rares. Elles sont essentielles pour les Américains. Les investissements en matière de processeurs deviendront importants aux États-Unis. Ils auront donc besoin de terres rares pour le faire. Il pourrait y avoir dans cette équation une analyse qui fait qu'on ne prend pour acquis qu'on ne pourra plus s'approvisionner à Taïwan à moyen terme et qu'il faut donc aux États-Unis développer une capacité en matière de microchips. Et pour le faire, il faut des terres rares. Et il y en a au Canada. Quant à l'Arctique, c'est une question de vigie, de dépenses en matière de défense. Et il reste l'eau. Il y a presque 40 ans maintenant, bon, oui, arrivant à l'Université McGill, au Centre de médecine éthique et droit, j'avais préparé, je m'intéressais aux questions environnementales, le rapport Brundtland et bien d'autres choses autour du concept de développement durable qui m'ont occupé dans des négociations multilatérales pendant quelques années. Et j'avais écrit un papier que je voulais soumettre au Centre national de recherche sur un jour qui n'est peut-être pas si loin, les États-Unis voudront avoir accès à de l'eau. La question n'est pas de savoir si nous permettrons que cela se fasse. La question est de savoir si nous pourrons gérer cette question adéquatement. On a refusé mon projet de recherche en disant que c'était trop politique. Et c'est vrai, c'était très politique. Et je pense qu'il ne faut pas écarter que dans la vision du président américain, l'histoire du 51e État découle d'un raisonnement pas tout à fait terminé, pas nécessairement bien assis sur bien des choses, mais où l'eau, les terres rares, la protection de l'Arctique seraient assurées par le gouvernement américain si le Canada était un État américain. D'autant plus que ce sont des domaines qui se prêtent à la déclaration d'intérêt national, donc de juridiction centrale dans la Fédération américaine. Il faut voir qu'il y a une cohérence possible là. Je ne dis pas que c'est le cas, mais nous sommes condamnés à devoir interpréter des éléments d'un discours qui n'en finit pas et qui n'en finit pas non plus d'être contradictoire. Du côté du gouvernement canadien, dans l'immédiat, il faut, quant à moi, gérer la question des tarifs d'une façon extrêmement ciblée. Ciblée pour faire mal là où les gens protesteront contre leur gouvernement. Et non pas ciblée en fonction de chiffres théoriques. On va prendre tant d'argent des Américains, de ce qu'ils nous prennent sur l'aluminium et l'acier pour le moment, et autre chose à partir du 2 avril. Premier élément, des tarifs ciblés qui font mal. Pourquoi? Pour faire bouger ceux qui peuvent bouger. Et c'est sur lesquels, à toute fin pratique, nous avons un mode d'influence. Deuxièmement, il faut développer pour nous des alternatives jusqu'à ce que les choses se déroulent aux États-Unis où on se calmera. Espérons d'ici le 2 avril qu'il y ait déjà des mouvements importants auprès des congressmen et des sénateurs venant de la base qui verra souffrir des conséquences des décisions américaines et des tarifs canadiens qui seront imposés, au moins que les gens les voient venir. Il faudra faire ce qu'on devrait faire depuis 8 ans, développer le marché européen un peu plus solidement. J'entends qu'au Canada, si nous mettons fin aux barrières interprovinciales, qui sont nombreuses,
et dont d'ailleurs chacune des provinces n'a pas la liste totale. J'ai essayé de me renseigner récemment auprès de fonctionnaires. Les fonctionnaires provinciaux sont dans une situation où ils ne peuvent pas vraiment faire la liste de toutes les barrières interprovinciales. Il y en a donc quelques-unes. Mais si je pense au Québec, nous sommes déjà en surplus commercial avec le reste du Canada. Il faut comprendre que le Québec n'exporte pas 75 % de sa production aux États-Unis. Nous exportons à peu près 50 % de notre... Nous exportons, entre guillemets, sur le plan pan-canadien, à peu près 50 % de ce qui sort du Québec. Mais ce qui sort du Québec et du Canada en même temps, c'est-à-dire ce qui est vraiment transfrontalier et non pas interprovincial, c'est 70 % de ça qui va aux États-Unis. Ou enfin, 75, 76, 78, selon les séries et les semaines. Et il y a là-dedans, entre autres, l'Europe. Et nous avons avec l'Europe, évidemment, un accord. Mais plus que ça, nous avons un potentiel de collaboration. Et l'Europe aura intérêt, je crois, de plus en plus, à partir du mois d'avril, dans la mesure où elle sera probablement aussi frappée par des tarifs importants, alors que là, elle n'est frappée que sur l'aluminium et l'acier depuis hier. L'Europe aura intérêt, je crois, trouvera intérêt à ce que le Canada déploie des ressources importantes pour nous assurer qu'il y a des potentiels de marché, qu'il y a des potentiels d'association avec des intérêts américains pour aller sur d'autres marchés ou des marchés intérieurs européens à partir d'un pays, notamment la France, car l'Europe demeure 27 marchés différents, intérieurs. C'est vrai, avec une union douanière, mais néanmoins, ce sont des acteurs différents. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui sont pan-européens. Ce sont des entreprises d'envergure. Et il faut savoir, nous, jouer ces cartes. Il y a toutes sortes de moyens de le faire, mais il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique au niveau canadien et au niveau du Québec de s'assurer que nous augmentons toutes les formes de coopération avec les pays européens. Et c'est comme ça que se créent des conditions d'exercer du commerce. Je regrette de ne pas avoir pu à vous dire sur ce qui est à portée de main des entreprises elles-mêmes. Je vous dirais que c'est s'informer, d'abord, mais en étant circonspect quant aux sources. Deuxièmement, s'informer de ce qui se fait au niveau du gouvernement. La chute des bourses canadiennes provoquera possiblement des tentatives d'appropriation d'entreprises canadiennes par du capital américain. Le gouvernement canadien devra intervenir et peut-être ceux des provinces. Dans quelle mesure est-ce que certaines provinces qui seront touchées par des tarifs pourront voir des appuis spécifiques provenant des organisations gouvernementales pour leur aider à tenir le fort pendant un certain temps? Et ça aussi, il faut s'en informer. Il faut souhaiter que les choses bougent du côté des gouvernements. Et finalement, je vous dirais, n'écoutez pas CNN à la journée longue. Contentez-vous de le faire le matin et le soir. Merci.